Tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Vous êtes nombreux à suivre la télévision Sangomalamu, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette tranche matinale, Carrefour matinal, là où nous nous retrouvons pour discuter, là où nous nous retrouvons pour parler justement, parler des sujets de société, des sujets qui touchent la société, parce que nous sommes tous dans cette communauté, mais à la lumière des Écritures, raison pour laquelle nous nous retrouvons chaque mardi et samedi sur les antennes de la télévision Sangomalamu autour de cette émission, Carrefour matinal. Carrefour matinal avec Dr Silas Mimil Makangou, face à face avec Eddie Kankou. Dr Silas, bonjour et bienvenue. Bonjour Eddie Kankou, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs, et aussi à tous les internautes qui sont connectés pour nous suivre à travers le monde. Nous allons continuer cette série des émissions ou encore la thématique, poursuivre avec cette thématique avec l'indépendance de la RDC 60 ans après. Et la fois passée, nous avons parlé de manière globale, des principes sur le plan général. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance sur le plan économique. 60 ans après, économiquement, qui représente la République démocratique du Congo. Mais avant de faire un pas, j'ai voulu qu'on puisse récapituler le principe, restons dans les trois principes évoqués récemment sur l'indépendance. Voilà, en parlant de ces trois principes que nous avons évoqués la fois dernière sur l'indépendance, il était question d'évoquer ou encore de relever les trois étapes par lesquelles passe tout organe vivant. Tout être vivant, ça peut être un homme, ça peut être une entreprise, ça peut être une nation. Trois étapes par lesquelles l'on passe obligatoirement. Il y a la période de la dépendance où on n'est pas encore à mesure de s'assumer et on ne peut survivre que grâce aux efforts fournis par les autres, grâce à la protection apportée par les autres. C'est cette période qu'on appelle la période de la dépendance. C'est une période vitale, c'est à partir de là que la vie commence. Donc, difficile de se détacher de cela. Quitter la dépendance très tôt, c'est se condamner à la mort. Voyez-vous, il y a un temps requis pour rester dépendant. Un enfant ne peut pas prendre le lait que les adultes prennent pour le boire. À un moment donné, l'enfant est obligé de ne prendre que le lait maternel. Même s'il voyait d'autres repas sur la table, il n'est pas autorisé parce que ce qui est bon pour les adultes peut être nocif pour un enfant. De la même, à un moment donné de la vie, il faudrait avoir de l'élégance. Il faudrait avoir de l'humilité pour comprendre, quelle que soit la grandeur de la vision que l'on nourrit, mais on ne peut pas tout faire au début. Au début, il faut avoir l'humilité d'être dépendant des autres. Mais cette période de la dépendance a aussi une limite. Il y a un temps où cette période est censée s'arrêter pour basculer vers la période de l'indépendance. L'indépendance doit être une ambition. L'indépendance se négocie et l'indépendance s'arrache aussi. Voyez-vous, l'indépendance doit être une ambition, l'indépendance se négocie et l'indépendance doit aussi être s'arrache. C'est aussi le résultat d'une lutte menée. Parce que ceux qui hier vous avez gardé sous leur dépendance ne voudront pas toujours vous laisser lâcher si facilement. Toujours, ce n'est pas toujours par mauvaise foi, ce n'est pas toujours parce qu'on veut vous voir continuer à être dépendant, mais quelquefois par un esprit de protectionnisme, un paternalisme. C'est-à-dire, vous avez grandi, mais les parents ne veulent pas vous lâcher. C'est peut-être par affection pour vous, ou encore, ils vous aiment tellement qu'ils n'aimeraient pas que vous preniez les risques auxquels ils sont eux-mêmes exposés tous les jours. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive pour ceux qui voudraient devenir indépendants. Nous le voyons avec les nations. Une nation qui dit non, vous n'êtes pas encore prêt, attendez. C'est d'ailleurs là les débats qu'on retrouve dans plusieurs milliers intellectuels. Notamment pour le Congo aussi. Notamment pour la République démocratique du Congo, comme pour plusieurs pays africains. Pas seulement pour le Congo, mais pour plusieurs pays africains. Parce qu'il faudrait dire que la vague des indépendances a été une vague africaine. C'est-à-dire, la plupart de ces pays africains se sont vus devenir indépendantes entre les années 57 avec les Ghana et les autres années
jusqu'aux années 68 pour certains pays. Donc, durant cette fourchette de 10 ans presque, la plupart des pays colonisés en Afrique ont eu accédé à leur souveraineté nationale et internationale. Alors, des fois, on peut vous dire que non, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore mature et ainsi de suite. Même votre propre collaborateur que vous avez formé pendant un temps. À un moment donné, il voudrait voler de ses propres ailes. Ok? Vous l'aimez, mais vous ne croyez pas qu'il soit à même de tenir face aux risques auxquels vous êtes exposé. C'est par protectionnisme, c'est par paternalisme. Mais l'indépendance, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir une autorisation pour être indépendant. La preuve que vous avez mûri, c'est lorsque vous pouvez vous-même arracher votre indépendance. Mais il ne faudrait pas tout détruire dans les relations précédentes seulement parce que vous voulez être indépendante. Pourquoi? Parce que l'indépendance en elle-même aussi n'est qu'une période provisoire. Pourquoi? Parce qu'après la période de l'indépendance, l'étape ou la phase de l'indépendance, il y a l'étape qu'on appelle l'interdépendance. Et cette étape, c'est l'étape de la maturité. C'est l'étape où on se rend compte que je suis indépendant, mais je ne peux pas me suffire à moi-même. Comme hier, en étant dépendant, on décidait à ma place. Aujourd'hui, on ne décide pas à ma place, mais moi-même, je cède une partie de mon autonomie. Je cède une partie de ma souveraineté pour dire, voilà, en échange, pour que nous marchions ensemble. Je prends l'exemple d'un pays comme le Japon, qui aujourd'hui a l'assurance que si jamais il est agressé par la Chine, agressé par la Corée du Nord, agressé par les Taïwan, ainsi de suite, ses voisins directs, cette nation a la certitude, grâce à l'interdépendance, que les États-Unis d'Amérique viendront à son rescousse. Sa rescousse, voyez-vous? Donc, c'est pour dire qu'il y a la phase de la dépendance, la phase de l'indépendance et la phase de l'interdépendance. Celui qui a été formé sous vos pieds hier, qui vole de ses propres ailes aujourd'hui, peut se rendre compte aujourd'hui que ce qu'il a avec lui, il a des ambitions, il a les moyens, mais il a besoin de votre expérience. Voilà pourquoi il ne faut jamais claquer la porte dans la vie lorsque vous voulez sortir pour aller faire votre vie. Parce que vous aurez toujours besoin des parents. Il ne faut jamais fermer la porte à la Belgique. Non. L'interdépendance, c'est la preuve que nous sommes sages, nous sommes mûrs. Et cette interdépendance se définit aujourd'hui, se caractérise par la qualité des contrats, par la qualité des pactes, par la qualité des alliances que nous signons avec les autres. Il n'y a aucun pays qui peut vivre en autarcie. Aucune institution qui peut vivre en autarcie. Il n'y a aucun homme qui peut vivre seul sans l'apport des autres. Pour m'habiller ce matin, il a fallu qu'il y ait un lavandier. Voyez-vous, pour m'habiller ce matin, il a fallu qu'il y ait un chauffeur, ainsi de suite, pour venir. Donc, dans la vie, il y a toujours une interconnectivité entre vous et les autres. Et la beauté de la vie, votre bonheur dans la vie, dans les ministères, en ce qui concerne les nations, pour toutes les institutions, les entreprises, la beauté ou encore la vitesse avec laquelle vous allez avancer dépendra de la qualité des alliances que vous avez. Voilà. Ça, c'était une manière de récapituler Nous ne sommes pas en classe pour dire la leçon, mais ce qu'a été l'émission de la fois passée, de manière globale. Et aujourd'hui, nous attaquons RDC 60 ans après. Dans pratiquement 14 jours, nous allons célébrer le 60e anniversaire de l'accession à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et sur le plan économique, qu'est-ce que nous pouvons retenir 60 ans après? C'est comme je le disais la fois dernière, on ne peut pas traiter les présents en rapport seulement de ce que nous voyons aujourd'hui. Il faut faire un retour vers le passé. Il faut scripter le passé. Il faut consulter le passé. Parce que le passé ne doit pas toujours passer. Il est vrai que nous avons tendance à faire passer le passé. Nous avons tendance à oublier le passé pour ne pas charger le futur ou le présent. Mais nous devons savoir que la qualité du futur que nous allons projeter dépendra des leçons que nous avons tirées du passé. Ça, c'est très important. Et en tant que nation, nous devons comprendre que la nation ne commence pas aujourd'hui. Les défis que nous rencontrons aujourd'hui, les fissures sociales auxquelles nous faisons face aujourd'hui, les tribalismes auxquels, ces démons du tribalisme qui nous dérangent tant peu aujourd'hui, nous devons comprendre que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. La plupart des défis que nous rencontrons aujourd'hui sont des défis que nous rencontrons simplement parce que hier,
on ne les avait pas bien résolus et c'est la succession de problèmes. Et cette succession de problèmes que nous n'avons pas résolus hier, parce que nous avons considéré que ces problèmes étaient anodins, c'était des problèmes que l'on pouvait bien s'en passer. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les problèmes d'hier sont devenus une des caractéristiques de notre société et de notre personnalité. D'où il faut d'abord revenir dans le passé, consulter le passé pour dire d'où vient ceci, d'où vient cela, et c'est alors que nous allons projeter un futur meilleur. Économiquement parlant, il faudrait savoir qu'il y a un manque évident de la culture des affaires dans les chefs du peuple congolais. Hier Zaïrois, aujourd'hui Congolais. Comparativement à d'autres peuples. Parce que lorsque nous parlons de l'indépendance économique, écoutez, aucune nation n'a été forte simplement parce que le gouvernement a ouvert des entreprises, simplement parce que le gouvernement a fait telle autre chose. La plupart des grandes puissances économiques le sont généralement beaucoup plus parce que le peuple de ces nations ont développé une culture de l'entrepreneuriat, une culture des affaires. Ils ont une vision des affaires. Ils ont développé ce que nous appelons l'intelligence financière, leur manière de se comporter vis-à-vis de l'argent, leur manière de se comporter vis-à-vis de leurs besoins. Ils ont compris qu'il faudrait d'abord qu'ils commencent par vendre avant d'acheter. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ça nous manque aujourd'hui parce que depuis l'époque coloniale, nous n'avons pas été éduqués à vendre. Nous n'avons pas été éduqués à être des hommes et des femmes qui considèrent que ce qu'ils font comme travail dans le champ ne doit pas seulement être fait pour la consommation personnelle, mais locale, doit être aussi fait pour que cela soit commercialisé. Donc, la culture des affaires qui nous fait défaut aujourd'hui constitue une des raisons majeures qui fait que le Congo soit économiquement faible. Je ne vais pas aller dans les considérations économiques, voyez-vous, mais je vais ici rester dans les considérations sociologiques. Je vais rester ici dans les considérations comportementales du peuple congolais que nous sommes. Nous n'avons pas la culture de la vente. Nous n'avons pas la culture des affaires. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on cite les grandes richesses à travers les pays africains, vous constaterez que pour d'autres nations, les pays que l'on cite sont des pays, les riches ou les milliardaires que l'on cite sont dans d'autres pays, mais chez nous on n'en cite pas. Pourquoi? Parce que pour nous, le seul secteur qui enrichit, c'est le secteur politique. Or, un homme d'État français a dit, la preuve qu'il y a une mauvaise gouvernance, c'est lorsque le secteur économique est le seul secteur enrichissant. Il faudrait que l'on retrouve des hommes riches dans d'autres secteurs. Parce que la politique est un apostolat. On ne vient pas faire la politique pour s'enrichir. On vient faire la politique pour servir la population. Mais lorsqu'on se rend compte que pour faire, c'est faire de l'argent. Pour avoir un train de vie meilleur que ceux des autres, il faut faire la politique. Cela signifie simplement qu'il y a un dysfonctionnement dans le système mental de cette population. Dysfonctionnement système mental. Dans le système mental de cette population ou de cette nation. Parce qu'on ne peut pas s'enrichir avec la politique. La politique vous coûte de l'argent. La politique, c'est un apostolat. Vous investissez pour récolter le bien-être de la communauté et non pas pour récolter des immeubles et ainsi de suite. Donc, lorsque on considère un enrichissement... Une vocation, c'est un apostolat. On vient là-bas pour dépenser. On vient là-bas pour donner et non pas pour recevoir. C'est ça la définition de la politique. Mais lorsque vous voyez les acteurs politiques être les plus riches, c'est comme ça que dans certaines nations, vous allez vous rendre compte que le président de la République n'est pas le mieux payé dans la nation. Il y a certains DG qui sont mieux payés que les présidents de la République. Mais c'est en Afrique où on rencontre des chefs d'État mais avoir un meilleur salaire que tous les autres. C'est la preuve qu'il y a un dysfonctionnement dans le système mental. Dans le système mental, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, de mindset. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème de dysfonctionnement. Alors, pour partir de la RDC, revenons à l'histoire. Du 20 janvier au 20 février 1960, alors qu'on est en train de préparer, alors que la Belgique a finalement accepté d'accorder, selon lui, d'accorder à la République démocratique, au Congo belge, son indépendance,
Alors que la Belgique a accepté, il fallait maintenant négocier les termes. Voyez-vous, les termes de référence pour pouvoir libérer ou encore déposer les tabliers et laisser libre cette République du Congo d'hier de pouvoir vivre comme un État souverain. Il va être organisé une table ronde politique du 20 janvier au 20 février à Bruxelles. Lors de cette table ronde politique, tous les grands noms du secteur politique ont été présents. Et c'est d'ailleurs la seule fois dans l'histoire de la politique congolaise où l'on a vu les acteurs politiques se mettre d'accord, parler d'une voix unanime, parler d'une seule voix de manière unanime pour que l'indépendance soit obtenue dans le délai qui sera entendu. Et lors de cela, tout le monde se sont mis même d'accord pour que Lumumba, qui était arrêté en Ndolo, soit libéré et rejoigne les autres. Parce que les autres ont dit, nous n'allons pas évoluer dans les discussions sans Lumumba. Donc, ils ont fait preuve d'une maturité politique. Ils ont fait preuve qu'ils voulaient à tout prix en découdre avec le pouvoir colonisateur pour que le Congo devienne indépendant. Là, c'est la table ronde politique. Et là-bas, il a été discuté de comment se fera la passation des pouvoirs, de quand est-ce qu'on va avoir cette indépendance-là. Et la date a été fixée pour le jeudi 30 juin. Il fallait rapidement trouver une date. La discussion sur la date avait pris presque 2 jours. Et finalement, ils se sont mis d'accord que c'est le jeudi 30 juin qu'il y aura la cérémonie. Et le roi viendrait ici à Kinshasa et pour faire son discours. Le président Kasavubu aussi ferait son discours. Ainsi, nous irons à l'indépendance. Ils sont rentrés. Mais il a déjà été décidé que même si ici on a discuté du partage de pouvoir, de comment est-ce que se fera les transferts de pouvoir, il y aura une autre rencontre. C'est la rencontre qu'on a appelée la rencontre ou encore la table ronde économique, qui elle s'est tenue, je crois, au mois d'avril. Mi-avril. Cette table ronde politique va se tenir au même endroit à Bruxelles. La Belgique, de son côté, gardera 90% des mêmes acteurs qui avaient pris place lors de la table ronde politique. Ce sont les mêmes qui ont pris place à la table ronde politique, économique. Sauf qu'il y a eu de nouvelles figures. Et la plupart des nouvelles figures, c'était des professeurs d'université. C'était des experts en économie qui se sont joints aux autres politiques belges. Mais seulement, il y a eu une faiblesse. Il y a eu un problème. Au niveau de la République démocratique du Congo. Au niveau de la République démocratique du Congo, au lieu que le grand nom politique qui avait pris part à cette table ronde politique au mois de janvier-février, au lieu que ce soit les mêmes personnalités qui répartent, la plupart des grands noms ont été absents. Kasavubu n'y était pas. Lumumba, d'ailleurs, Lumumba s'est fait présenter par 2 personnes, entre autres Mobutu. Mobutu qui, à l'époque, n'avait aucune notion de connaissance sur l'économie. Les Belges avaient de leur côté des experts en économie. La partie congolaise a envoyé leurs assistants. Ils ont envoyé leurs secrétaires qui n'avaient pas assez de connaissances par rapport aux questions traitées. En matière économique. Alors, ce qui fait qu'on peut déjà détecter par là le regard que le Congolais a depuis l'époque vis-à-vis de l'économie. Parce que les Congolais déjà à l'époque pensaient que l'indépendance était d'abord politique et ils ont négligé l'aspect économique. Or, c'est justement le contraire. C'est justement le contraire parce que c'est l'indépendance économique qui assure votre indépendance politique. Voyez-vous? Et cela a toujours été le cas. Lorsque nous considérons ce que nous avons aujourd'hui, lorsque vous suivez à la longueur de la journée les débats qui se font sur différents plateaux de télévision, vous constaterez que tout tourne autour de la politique. Des vrais débats, des débats existentiels que nous sommes censés avoir, nous ne les avons pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre approche par rapport à la politique, à l'économie, est une approche biaisée. Nous sommes une société très très politisée et pourtant nous avons une vocation plus économique que politique parce que le Congo est censé être le marché au centre de l'Afrique. L'abondance des richesses que Dieu nous a données nous prouve à suffisance lorsque nous considérons 80 millions d'habitants que nous avons aujourd'hui et la potentialité agricole par exemple que nous avons, nous comprenons que la potentialité agricole va au-delà des besoins que nous avons.
Donc, ce qui signifie que notre enrichissement ne viendra pas seulement de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous faisons de nos ressources agricoles et ainsi de suite. N'oubliez pas que la banque, le FAO a fait un rapport en 1997-98 pour dire, en 98, pour dire que le Congo avec le Brésil à eux deux seuls sont capables de nourrir le monde entier, compte tenu du caractère arable, du potentiel, de la qualité de leur sol. Ok? Parce que le Congo a plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Donc nous sommes capables en nous de nourrir, nous et le Brésil, de nourrir le monde entier. Le Congo avec son potentiel est capable de nourrir un quart de la population mondiale, ce qui représente presque le continent africain tout entier. Donc le Congo peut le nourrir. Mais sommes-nous capables nous-mêmes de nous nourrir? Et pourtant nous ne mangeons qu'une seule fois. Donc Dieu ne peut pas tirer gloire dans cela. Dieu, nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu. Nous sommes un pays qui prie beaucoup, mais nous ne connaissons pas Dieu. Voilà. Mais la préoccupation, parce que là vous venez de parler de PME, qui culture de l'entrepreneuriat. Oui. Mais qu'est-ce que cette culture a à voir avec l'économie? Quel est le rapport? Parce que le PME, c'est le petit et moyen entreprise. Justement. Le l'esprit de créativité. Mais l'économie n'est pas l'œuvre de grands économistes et de professeurs. Mais c'est ça justement le problème. Le plus grand créateur d'emplois dans tous les pays du monde, ça n'a jamais été l'État. Ah bon? Non. Ça me rappelle, dernièrement, je peux faire un témoignage. Ce sont les privés qui créent des emplois. Tout ce que l'État a à faire, c'est de créer un cadre, comme on le dit, macroéconomique, qui facilite la tâche aux citoyens nationaux d'abord. Ah bon? Nationaux d'abord, de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir bénéficier des crédits, de pouvoir être accompagnés par des lois qui sécurisent leur investissement, et c'est alors que l'État va créer une sorte d'autoroute à ces nations, à ces entrepreneurs privés, pour qu'ils créent des emplois. Papa est dit, la situation est telle que nous connaissons, nous aimons Dieu, nous prions Dieu, mais nous sommes loin de connaître Dieu. Nous sommes une nation où il y a... Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un débat ici dans les réseaux sociaux. Où il y a eu un monsieur politique de son État qui, lorsque la pandémie a traversé notre frontière ici, qui a sorti une phrase en disant il y a trop d'églises au Congo, il fallait qu'il y ait plus de centres de recherche, que ceci en place ait lieu des églises. J'ai vu comment les gens se sont levés contre lui. Il y a même de ceux qui l'ont maudit. Tu es maudit, tu n'auras jamais le pouvoir, ainsi de suite. Je n'adhère pas à ce que le monsieur a dit. Ok? Mais seulement je me suis vu interpeller par ce que le monsieur a dit. La multiplicité des églises devait avoir un impact sur le social et sur l'économie du peuple. Pourquoi? Parce que la Bible que nous lisons, cette Bible n'est pas seulement un livre qui nous prépare pour aller au ciel. Cette Bible, c'est aussi un livre économique. Pour un tiers des paraboles que Jésus a évoquées, tournées autour des finances et de l'économie. Papa il dit, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 28, alors que Dieu promet au peuple de lui bénir, à la nation d'Israël de la bénir, si cette nation lui obéit, l'Éternel Dieu commence en disant ceci au verset 3. Voici les bénédictions que l'Éternel Dieu déversera sur toi, si tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu accomplis tous ses préceptes. L'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. La supériorité sur toutes les nations est d'abord économique. Voyez-vous? Et Israël aujourd'hui, Israël n'a pas la plus grande armée aujourd'hui. Mais Israël est la plus grande puissance économique aujourd'hui lorsque vous considérez le secteur économique que l'État hébreu d'aujourd'hui contrôle. Même par sous-traitance dans d'autres pays. Voyez-vous? À eux seuls, ils contrôlent plus de 32% du flux financier dans le monde. Voyez-vous? C'est ça la supériorité. Et Dieu a dit quoi? Je vous bénirai dans le champ
et je vous bénirai dans la ville. Il n'a pas d'abord dit que je vous bénirai dans les temples. Je vous bénirai dans les champs et je vous bénirai dans la ville. Donc, la multiplicité de nos églises, par la qualité de nos enseignements, doit avoir une incidence dans le vécu quotidien du peuple et aussi dans l'économie. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre d'entrepreneuriat. Dans les paraboles de Jésus, quand Jésus s'est présenté, il a souvent pris l'exemple de Dieu comme étant un patron qui part et qui laisse des talents à ses serviteurs et qui en son retour attend de ses serviteurs voir les talents multipliés. Voyez-vous? Donc on peut beau crier parce que quelqu'un a critiqué l'église, mais nous croyons qu'une église mature ne réagit pas toujours aux critiques. Mais quelquefois les critiques sont faites pour nous interpeller. Voyez-vous, les critiques sont faites pour nous interpeller et nous amener à repenser notre message, à recadrer notre message. Ce message doit être holistique. Ce message doit toucher l'homme dans son intégralité. Surtout lorsqu'on est en République démocratique du Congo. Manger une seule fois au Congo n'honore pas Dieu. C'est une forme de malédiction. Manger une seule fois au Congo. Oh. Au Tchad, je comprendrai. Au Soudan, je comprendrai. En ici. Somalie, je comprendrai. Au Mali, je comprendrai. Ou encore, je comprendrai. Mais pas au Congo. En Haïti, je comprendrai. Pas au Congo. En République dominicaine, je comprendrai. Mais au Congo, manger une seule fois, Dieu n'est pas content. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que au Congo, nous avons 80 millions de terres arables. C'est-à-dire au Congo, en principe. Même si on dit qu'il faut manger 3 fois. Nous, au Congo, vous voyez le problème, c'est quoi? C'est que la Bible a plus touché notre cœur et il y a une barrière entre notre cœur et notre tête. Si ce qui entre dans notre cœur pouvait avoir un impact dans notre tête, on allait développer ce qu'on appelle l'indignation. Le peuple congolais allait être indigné. Indigné. Les prédicateurs congolais allaient être indignés. Et ici, cette indignation n'est pas une colère vis-à-vis de la politique. Non, non. C'est juste une colère vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de la faveur que Dieu nous a faite et de la manière dont nous refusons d'exploiter cela. Pourquoi ça ne glorifie pas Dieu manger une fois au Congo? Parce que nous avons des lacs Albert qui a 7 couches de poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couches de poissons non exploitées. Et ça, c'est une aberration qu'un poisson meurt de vieillesse quand un enfant meurt de faim. Et pendant que le ministère de l'Agriculture... Ne parlons pas d'abord des ministères. Nous avons trop parlé des ministères dans ces pays, papa. Vous allez dans certains pays comme le Cameroun. Je vais vous dire, il y a des gens qui font les affaires au Cameroun. Ils ne savent même pas qui est le ministre de X ou d'Y. C'est seulement au Congo où on entend les nominations des gens pour savoir qui est nommé. Non. C'est justement cette culture des affaires qui nous manque. C'est sur ce que nous devrions avoir en tant que peuple. Mais nous avons des professeurs en économie, des éminents professeurs. Dans une société, papa, il dit tout le monde ne va pas à l'université. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'université. L'université est réservée à une minorité de personnes. Mais il y a une université qu'on appelle une université nationale. Cette université, elle est sociologique. C'est-à-dire c'est la pédagogie des anciens aux jeunes. C'est la pédagogie des aînés aux jeunes. Et là-bas, on n'a pas besoin d'aller forcément à l'université. Parce que s'il faut aller à l'université, moi je peux vous citer certains grands noms qu'on a connus dans les affaires au Congo qui n'ont jamais été à l'université. Et à l'époque, les Dokolo, ok. Comment est-ce que tous ces gens-là, les Katumbi et les autres, ainsi de suite, comment est-ce qu'ils ont fait, ils ont fait les Katumbi, ok. Prenons pas d'abord les Katumbi politiciens, prenons les Katumbi hommes d'affaires, ok, qui fait des transactions Zambie et Lubumbashi. Et à l'époque, c'était Kayemba, Kinshasa, Luanda, Lunda, tout ça. Ici, il est question de se poser par exemple la question. Le produit que le Congolais consomme le plus, c'est quoi? Tous les jours, c'est le pondu et le foufou. Donnez-moi le nom de l'homme d'affaires congolais qui importe, qui produit le foufou. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom de l'homme d'affaires congolais qui produit le pondu. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de l'indépendance économique, écoutez, il ne faut pas toujours renvoyer la chose aux politiques. Ils ont montré leurs limites. Les politiques. Ils ont montré leurs limites et ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont montré leurs limites. Je vais vous renvoyer au discours ou encore aux propos tenus par Lamoza
La Mozan en 1992 lors de la conférence nationale souveraine. 1992, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 28 ans. Ok? Si je n'ai pas oublié. C'est ça, hein? 28 ans. Oui. La Moza, association de moralistes zaïwa. La Moza. Oui. C'est un panel des intellectuels composé de philosophes, d'hommes religieux. Donc des experts en plusieurs domaines. Ils se sont réunis pour faire un état de lieu. En 1928, si vous prenez, en 1992, pardon, vous prenez leur discours de la conférence nationale souveraine, vous les mettez sur cette table aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le diagnostic n'a pas changé. Pourquoi le diagnostic n'a pas changé? C'est parce que l'homme politique congolais a montré ses limites. Donc si vous allez continuer à attendre que tout vienne des hommes politiques, c'est que vous n'aimez pas votre pays et vous n'aimez pas vos enfants. Là, vous parlez à la population. Non, là, vous parlez à la communauté. Je parle à la communauté nationale. Nationale, oui. À la communauté. Dans laquelle se retrouvent aussi les politiciens. Les politiques. Donc, les politiciens. Nous pouvons sortir, voir le Premier ministre et ne pas faire attention au Premier ministre parce que j'ai mes affaires. Les problèmes, Papa Eddy, comprenez-moi bien. Il ne faut pas toujours politiser les questions aussi existentielles comme celle-ci. Est-ce que vous savez qu'un pays peut vivre sans un gouvernement? Mais c'est vivre sans repère. Non, la Belgique vous a prouvé. C'est vivre sans repère. Plus d'une fois la Belgique. Conflit wallon et... Non, c'est ça justement les problèmes. Donc quand on vous dit qu'on va nommer, tout le monde est attentionné pour voir. Retrouvailles. On va nommer. Et ainsi, personne ne sait compter combien de banques privées il y en a et combien de banques sont congolaises. Voyez-vous? Combien de banques sont congolaises? Ça, on ne peut pas voir parce que notre regard est plus politique. Lorsqu'il y a un procès à la télé, tout le monde voit l'homme politique qui est présumé, qui doit être jugé. Sans voir les deux autres. Sans que personne ne voie, mais cet homme blanc-là, il fait quoi ici? C'est ce qui devait plus attirer notre attention. Parce que l'homme politique congolais est ce qu'il est. Mais le Mundele là, il fait quoi ici? Pourquoi beaucoup d'argent comme ça, on doit donner ça à un Libanais? À un Mundele. C'est ça les questions que nous devrions nous poser. Donc nous, quand nous mangeons une fois, même quand nous prions, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content qu'on ne vous trompe pas, papa, il dit, Dieu n'est pas content. Voyez-vous? C'est-à-dire, autant nous avons des églises, autant nous devons aussi avoir des entreprises. L'État maintenant doit faciliter. C'est là où nous prions qu'il y ait un leadership visionnaire. Un leadership conséquent à la vocation que notre pays a. Nous n'avons pas un leadership qui nous donne, besoin d'un leadership qui nous donne du pain. Mais nous voulons d'un leadership qui fait de nous une boulangerie continentale. Nous n'avons pas besoin d'un leadership qui nous donne du poisson. Mais nous voulons d'un leadership qui fait de nous les distributeurs du poisson à travers l'Afrique. C'est-à-dire barrer la route au poisson chinchard qu'on appelle Mpiodi. Ok? Barrer la route parce que Mpiodi est une insulte à la bonté de Dieu. L'Mpiodi nous insulte. Car nous avons des mises à maille. L'Mpiodi nous insulte. Voyez-vous? L'Mpiodi nous insulte. Quand même, je parle comme... C'est un Mpiodi que nous voyons là. Je ne sais pas si c'est ça. L'Mpiodi nous insulte. Voyez-vous? Il n'est pas normal que nous mangeons l'Mpiodi. Il n'est pas normal que nous mangeons toutes ces choses-là. C'est pour nous dire, papa Eddy, que nous devrons avoir de l'indignation. L'indignation aujourd'hui, c'est la preuve que nous avons Dieu et nous avons le cerveau. L'indignation, cette colère sainte, pas vis-à-vis de tels ou des Grecs, cette colère sainte contre notre propre paresse nationale. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Regardez là où ça prouve que notre pays, notre nation, la communauté nationale congolaise, a du mal à se développer. Regardez. Si vous êtes ici au Congo, à Kinshasa, vous voulez acheter des pièces de rechange. Auprès de qui vous allez? Ce sont les Nigériens. Ce sont les Nigériens. Si vous voulez acheter des habits, bazin, consort, vous allez auprès de qui? Auprès des Sénégalais, consort. Aujourd'hui, si vous voulez déjeuner, vous voulez manger dans un supermarché, vous allez auprès de qui? Ah, ce sont les Indiens, les Pakistanais. Voyez-vous? Si vous voulez louer un immeuble en ville, en plein centre-ville, auprès de qui vous irez? Des Indiens. Des Indiens consorts. Dites-moi maintenant dans quel autre pays, parce qu'il y a plus de 10 millions de Congolais dans la diaspora, éparpillés à travers le monde. Donnez-moi une ville au monde, en commençant par Paris, Bruxelles et Djobourg, où on compte une grande concentration de Congolais. Donnez-moi une seule ville au monde où ces Congolais là-bas ont le monopole d'un produit.
Par exemple, en Belgique, on nous vend les pondous. Ah, maintenant, allez maintenant en Belgique, posez la question à ceux qui nous suivent maintenant à partir de la Belgique. Ils vous diront qui est-ce qui vend les pondous, les mbissarokaouka, les mbinjo, les chenilles et les poissons fumés en Belgique. Ils vous diront maintenant que ce sont les Indiens. Oh! Posez la question, ils vont vous le confirmer. Mbatongé est envahi par les Indiens. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, le Congolais a décidé de regarder ailleurs. Ailleurs où? À la musique. Voyez-vous? Ailleurs où? À la musique. Lorsque vous allez dans la diaspora congolaise, le débat tourne autour de deux questions. Question sur la musique. Pas question de concert ici, pas question de ceci. Et deuxième question, la haine qu'on a développée contre les acteurs politiques. Mais les véritables questions qu'on économique sur les dividendes ou encore la culture des affaires. Dans quel pays le Congolais a le monopole Vous allez en Afrique du Sud. La communauté congolaise en Afrique du Sud, à Djobour par exemple, la communauté congolaise par exemple à Djobour constitue, je crois, la troisième communauté du point de vue nombre, après les Zimbabwéens. Mais quand vous allez en Afrique du Sud, le marché des Congolais, c'est le marché pour les Congolais qui s'appelle Gambela, à Yoville. Ok, Bereya, Yoville, toutes les cités du coin, c'est pour acheter le fumbois ainsi de suite. D'accord. Mais quand vous voulez vous habiller, ce ne sont pas les Sud-Africains qui habillent les Congolais. Il faut aller dans le downtown. Ok. Et là, vous allez acheter vos habits chez qui? Vous achèterez les habits chez les Érythréens, chez les Éthiopiens. Ce sont eux qui vendent. Nous n'avons pas un produit que même le Sud-Africain, lorsqu'il en a besoin, qu'il vienne faire entrer de l'argent chez le Congolais. C'est-à-dire, nous ne vendons qu'entre nous. Et par contre, il y a des étrangers qui puissent ici pour aller. Qui puissent ici pour aller. Pas plus longtemps. On m'a relaté l'histoire par un de mes fils, ici à Kassangoulou, qu'il y a des étrangers qui ont une poissonnerie. Venus d'Angola et autres. Ici à Kassangoulou, ils ont une pisciculture. Voyez-vous? Et ils fournissent du poisson, ils se font de l'argent. Le problème, c'est quoi? Quand l'étranger se fait de l'argent à vos côtés, vous débattez sur la musique, vous débattez sur la politique. C'est ça qui appauvrit le peuple congolais. Donc nous devons changer la manière de débattre. Il faudrait changer les débats, changer de paradigme, comprendre que la politique à elle seule. La politique n'est là que pour frayer des chemins. Mais ceux qui vont passer sur ces chemins, si la politique crée des chemins et qu'il n'y a personne qui y passe, à qui la faute? Donc je crois qu'avec cette manière de faire, cette façon de voir les choses, c'est difficile qu'économiquement nous soyons forts. Non, on ne peut pas être fort économiquement, et quand on n'est pas fort économiquement, on n'est pas fort du tout. Le président John Fitzgerald Kennedy disait en 61, il dit, c'est une aberration pour une nation de se croire indépendante politiquement lorsqu'elle ne l'est pas d'abord politiquement. L'indépendance est d'abord, mais pour une église. Même pour une confession religieuse. Pourquoi est-ce que l'église catholique est plus respectée que nous autres évangéliques? C'est parce que nous n'avons pas assez de moyens que eux. Nous n'avons pas de sièges. Économiquement, l'église catholique est forte. Est plus forte. Voyez-vous? Elle est plus forte, ça il faut le reconnaître. C'est la confession la plus puissante économiquement, capable d'accomplir sa vision avec ses propres moyens. Quand on dit ses propres moyens, ce n'est pas que les moyens sont toujours avec lui. Mais elle a un réseau, elle a des canaux par lesquels elle peut solliciter des aides et les recevoir. Ok? Donc la puissance est d'abord économique. Avant toute chose. La puissance est d'abord économique. Et ici, il faut insister. La puissance économique d'une nation se construit aussi dans le comportement que le peuple adopte vis-à-vis des besoins fondamentaux, vis-à-vis des besoins, vis-à-vis de l'argent. Comment est-ce que nous nous comportons avec l'argent, nous Congolais? Surtout nous chrétiens congolais. Non, d'abord de manière générale. Parce que chez les chrétiens, déjà, on n'en parle pas. Quand on en parle comme ça, on croit qu'on n'est pas dans la Bible. Et pourtant, on est totalement dans la Bible. Quand vous parlez argent. Argent. C'est là où j'ai dit. Racine de tous les maux, racine de mal. Non, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ah, l'amour de l'argent. Jésus a été livré parce que quelqu'un a reçu de l'argent. On a voulu taire les témoignages de la résurrection en donnant l'argent aux militaires. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Voyez-vous? Ecclésiaste chapitre 9 nous fait voir combien un sage pouvait sauver
une ville. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas été écouté. Pourquoi il n'a pas été écouté? Parce qu'il était pauvre. Il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Il n'y a pas de respect dans la pauvreté. Voyez-vous, autant vous haïssez les péchés, autant vous devez haïr la pauvreté. Quiconque vous dit que pour aller au ciel, il faut seulement être pauvre, n'est pas un envoyé de Dieu. On peut aller au ciel en étant pauvre, mais la pauvreté n'est pas une condition pour aller au ciel. Le potentiel que Dieu vous a donné ici, papa il dit, réfléchissons. Regardez les dysfonctionnements ou les paradoxes que nous avons dans notre société sur le plan spirituel. Je réfléchis ensemble avec vous. Lorsque vous allez à Kinshasa, ok, à Kinshasa, quel est le coin où se concentrent de grandes églises à Kinshasa? C'est vers boulevard Lumumba là. Les quartiers, c'est quoi? Quartier industriel. Quartier? Industriel. Quartier? Le quartier industriel. Quartier industriel. L'église ne doit pas seulement avoir des prédicateurs. La société ne doit pas seulement avoir des députés. Une société a aussi besoin de penseurs. Ceux qui réfléchissent. Nos églises, pour la plupart aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Si vous traversez l'Imété là, du début à la fin. Il y a des églises. Et ce sont des bonnes églises. Oui. Du point de vue croissance. Sans compter des petites entre guillemets. Voilà. J'ai fait ce constat-là. Très bien, merci. Ce sont de bonnes églises. Mais ces églises-là sont implantées où? Dans un quartier qu'on appelle industriel. Pourquoi on l'appelait industriel? Parce qu'en réalité, 30 ans avant, les industries logées 35 ans avant, les industries logeaient là-bas. Mais après le premier pillage de 91, le pillage de 93, toutes ces industries ont disparu. Et ce sont les églises qui ont remplacé là. Donc on peut dire que les églises ont remplacé les industries. C'est ça maintenant les questions qu'il faut se poser. Ici je parle en homme de Dieu. Je ne parle pas en intellectuel. En scientifique. Non, je parle en homme de Dieu. Avec une Bible ouverte. Maintenant, vous êtes contre que les... Non, je ne suis pas contre. Que les églises... Je ne suis pas remplacent les non, non, non. Je prêche dans certaines des églises qui sont là-bas. Okay. Il y a des amis et des frères qui ont des églises là-bas. J'apprécie ces églises-là. Mais okay? Le problème, je veux que vous réfléchissiez. Nous sommes en train de parler sur l'indépendance économique. Nous sommes en train de parler sur la puissance économique de notre nation. 60 ans après, les quartiers limités industriels est devenu les quartiers des églises. Ok? Est-ce que Dieu remplace l'industrie par l'église? Ou bien c'est l'église qui doit engendrer des industries? Ça, c'est une question. C'est une question. De réflexion. Je ne donnerai pas de réponse. L'église qui doit enrichir les industries. Est-ce que c'est à l'église, par son message, de créer l'impulsion dans les chefs du peuple pour créer des industries? Ou bien ce sont les industries qui doivent fermer pour être remplacées par les églises, et que dans ces églises-là, que l'on prie matin et soir, Seigneur, donne-nous du travail. Alors que vous vous retrouvez là où il y avait du travail. C'est ça les grandes questions que la pastorale de notre pays doit faire. Et je pense qu'on devrait même interdire que les églises... Non, je ne dis pas qu'on doit interdire. Non. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mais aux penseurs de... Dieu a voulu que ça se passe comme ça pour nous interpeller, nous, Église, par rapport au message que nous devons donner, et aussi interpeller ceux qui prétendent nous diriger. Ceux qui prétendent nous diriger. Parce que diriger, ce n'est pas seulement voter des lois. Diriger, c'est penser à un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants. Vous estimez qu'au sein de l'église, on doit avoir des débats sur le développement? Non, les débats, pas de débat. L'église ne débat pas. Voilà. L'église prêche. Et les prédications de l'église doivent avoir une incidence sur le développement. Sinon, ces prédications... Donc, la prédication doit avoir des incidences. Bien sûr, papa. Bien sûr. Mais ce message ne nous éloigne pas de la mission principale. Quel message? Mais rencontrer les âmes, connecter les âmes vers le ciel. Quel message? Vous parlez de quel message? Papa il dit. Le message pire. Au 16e siècle, lorsque un ancien prêtre a reçu la lumière de Dieu, Martin Luther, il a reçu la lumière de Dieu. Pour comprendre que non, la manière dont les choses ont toujours été faites n'est pas biblique. Ok? Il a protesté en évoquant les 15 vérités. Il est parti. Il a créé le protestantisme. Lisez bien l'histoire.
le protestantisme a engendré ou encore a donné lieu à l'industrialisation de l'Europe. Partout où le protestantisme a été accepté, je répète, partout où le protestantisme a été accepté, je ne parle du protestantisme avec un véritable message qui touche l'homme dans sa dimension triple, esprit, âme et corps. Partout où ce message a été apporté, il y a eu industrialisation. Vous comprenez? Il y a eu industrialisation. C'est comme ça que Max Weber, lorsqu'il fera son premier voyage aux États-Unis, il a vu la lumière, il a vu tout ce qu'il voyait au début des années 1800. Il va s'étonner de ce que ces pays étaient avancés. Et il a commencé à mener des recherches, jeune avocat qu'il était, 28 ans. Il a commencé à mener des recherches pour savoir qu'est-ce qui faisait la force de cet États-Unis d'Amérique, eux qui venaient à peine d'être créés. Il s'est rendu compte, il est dit dans ses conclusions, qu'à côté de l'industrie, il y avait les églises. Le message prêché, c'était un message qui incitait les gens à travailler. Le message prêché, c'était un message qui incitait les gens à travailler. Dieu, j'ai revu encore dans Deutéronome chapitre 28. L'Éternel Dieu vous bénira dans les champs et dans la ville. Les champs, c'est quoi? C'est l'industrie. La ville, c'est quoi? C'est le marché. Nous risquerons d'oublier la repentance, l'omission des péchés. Pourquoi vous voulez m'opposer à la repentance? C'est un constat. C'est ça justement le problème. Nous ne risquons pas d'oublier la repentance et l'omission des péchés. Non, la repentance c'est le préalable. Après que la personne se soit repentie. Maintenant. Après que la personne se soit repentie. Il attend l'enlèvement. Ah, c'est ça. Il attend Christ. Vous voyez? Ngeli na lola. Tokobina kuna. Kwa izala pasi. Kuna minyo ko ezala kate. Et donc il va au ciel comme ça. Mais oui, minyo ko ezate. Comme le pauvre Lazare. Qui se battait avec les chiens pour manger ce qui tombait. On dit, ah ça c'est la place des pauvres Lazare. Il faut vivre comme ça pour aller au ciel. Mais au ciel, là, les pauvres Lazare étaient avec qui? Qui a accueilli les pauvres Lazare au ciel? Avec qui il discutait au ciel? C'était pas un autre pauvre. Hein? C'était qui? Abraham. Qui était Abraham? Tellement puissant financièrement, économiquement. Abraham, puissant économiquement. Vous savez, les paradigmes que nous avons ne nous ont pas aidés à construire la puissance. Parce que la puissance se construit. Elle ne s'hérite pas. Ok? Elle ne se lègue pas. Elle se construit. Elle se construit par la qualité de la pensée ou de la mentalité que nous avons. Et ici, il ne faut pas oublier que l'Église, par son message, construit une mentalité. Nous devons nous poser la question, est-ce que la mentalité que nous sommes en train de construire par les messages que nous prêchons tous les jours, ces messages-là, cette mentalité-là, ok, nous prédispose-t-il, telle cette mentalité, à la prospérité ou à la pauvreté? Voyez-vous? Nous parlons de l'indépendance économique d'un pays et nous sommes en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas dans les débats des individus, nous sommes dans le principe généraux. Parce que quand Dieu dit, vous a dit, Seigneur, donne-nous du travail. Les jeunes gens ont fini les études, ils n'ont pas de travail. Seigneur, regarde, vous êtes où? Il vous voit dans les quartiers industriels. Et puis il se pose la question. Donc, je vais leur donner du travail. Ils sont là où les industries se trouvaient. Ok? Bon, ce ne sont pas les églises qui ont fait que les industries disparaissent. Les industries ont disparu à cause du pillage. Mais je dis seulement que ça doit interpeller l'église dans son message, ça doit interpeller les décideurs. Depuis qu'il y a eu pillage, où est le nouveau quartier industriel? Plus de 30 ans. Ça n'existait pas. Un message qui interpelle. Vous nous suivez à travers la télévision Sangoma Lamu. Réagissez, envoyez-nous votre SMS au numéro affiché au bas de l'écran. Et vous nous suivez à travers les réseaux sociaux, notre page officielle Carrefour Matinal, mais aussi la page Dr Silas Mimil Makangu. Réagissez, écrivez-nous et votre message sera lu sur ce plateau. La seconde phase, ça sera la lecture des SMS. Dr Silas Mimil Makangu, nous parlons de l'indépendance de la RDC 60 ans après sur le plan économique. Sur le plan économique, voilà. Et nous disons que cette indépendance doit venir parce qu'on a développé la culture des affaires. Culture que le Congolais n'a pas. Culture des affaires. Des affaires. Et je pense que
sur le plan politique, vous êtes indépendant. Et sur le plan économique... Non, on n'est pas indépendant. Si déjà, sur le plan économique, on n'est pas indépendant, il ne faut pas croire qu'il y a des indépendances politiques. Ça n'existe Donc, on ne peut pas parler de l'indépendance politique. Non. Si économiquement... Non. Vous êtes, sur base de quoi vous êtes indépendant? Parce que toutes les décisions politiques que vous prendrez... Nous écoutez, toutes les décisions politiques que vous prendrez peuvent être bloquées par celui qui vous apporte de l'aide, en conditionnant son aide. Mais nous venons d'organiser seuls, financer nos élections. C'est comme ça que... On peut dire qu'on connaît pour puissant économiquement. Non, papa. Arrêtez. Avec les efforts propres, on a organisé les élections. Donc économiquement, on est très fort. C'est comme ça que vous allez voir les débats sur le vaccin, par exemple. Il y aura vaccin contre le corona, il n'y en aura pas, ainsi de suite. Tous ces débats se passent où? C'est au niveau de l'Afrique. Ailleurs, non. C'est au niveau de l'Afrique. Ailleurs, on a des... Parce qu'ils sont des centres... On conditionne. On vous conditionne. Papa, lisez bien la Bible. Qu'est-ce que Ésaü dit à Jacob? Donne-moi ta soupe. J'ai faim. Et qu'est-ce que Jacob dit? Vais-je te donner ma soupe gratuitement? Non. La gratuité est une aberration. La gratuité est une porte qui conduit à la malédiction. La gratuité n'est pas une sécurité. Papa il dit, la gratuité ne vous sécurise pas. La gratuité livre votre futur. La gratuité, tout ce que vous recevez gratuit, en réalité vous ne les recevez pas gratuitement. Il y a toujours un échange. Il y a toujours une sorte d'échange. Jacob dit à Ésaü, je te donne ma soupe, toi tu me donnes le droit d'aînesse. Ça se passe comme ça. On vous donne l'argent, on vous donne l'aide financière, mais en échange, nul ne peut être nommé si nous ne l'aimons pas. Donc en réalité, vous commencez à faire une politique de sous-traitance. Vous commencez à faire une vision de sous-traitance. Vous n'êtes plus autonome. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, vous n'avez pas ce qu'on appelle l'autosuffisance. C'est-à-dire l'indépendance économique. Vous suffire de vous suffire et accomplir votre politique par vos propres moyens. Il Et faut faire appel aux autres. Donc, il ne faut pas aller dans les... Ici, nous, on ne fait pas la politique. Donc, il ne faut pas aller dans l'histoire des élections, qu'on sort. Nous, on n'est pas là-bas. Okay? Merci beaucoup aux gens qui réagissent. Beaucoup de réactions. Docteur Silas, quelqu'un qui dit une société a aussi besoin des penseurs. Une société a aussi besoin des penseurs parce que Dieu donne aussi l'intelligence à certains hommes. Écoutez, dans que Dieu bénisse le frère Claudie, Dieu ne donne pas à une nation des prédicateurs. Une société a aussi besoin de penseurs. Et l'avantage que les chrétiens ont, c'est que le Saint-Esprit qu'ils ont en eux, n'est pas seulement l'esprit de miracle, de révélation, il est aussi l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Lorsque vous lisez Isaïe chapitre 11, vous constaterez que sur les 7 aspects du Saint-Esprit que l'on donne, 5 affectent le savoir. 5 sur les 7 affectent le savoir. Donc, le Saint-Esprit est essentiellement intelligent. Le Saint-Esprit est essentiellement sage. Frère Glody Makenika, il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Non, il n'y a pas de dignité. On ne respecte même votre propre femme. Même dans la famille. Même vos propres enfants. Ils vous aimeront, mais auront honte à vous présenter devant leurs amis. La pauvreté n'est pas bonne. Un changement de destination des terrains industriels transformés en église. Oui. Docteur. C'est-à-dire, ici, j'ai dit, je ne vais pas répondre. Ok? Ici, je pose juste une question, je la laisse comme ça. Je dis que les églises ne sont pour rien. Mais il y a une question. Oui. Est-ce que c'est à l'église de créer des industries? Non. Ce n'est pas à l'église de créer les industries. Je suis en train de vous faire voir les dysfonctionnements de notre société. C'est pour vous dire, si je peux aller alors répondre à la question, depuis qu'il y a eu pillage de ces industries-là, combien d'autres industries ont été créées? C'est une question. C'est une question. Qui reste sans réponse. Qui reste sans réponse. Les églises n'y sont pour rien. Ok? Merci. Les églises n'y sont pour rien. Nathalie Mouya, si seulement ces choses pouvaient nous fâcher, pratiquer ces conseils. Ça ne nous fâche pas parce que nous ne voulons plus être des hommes. Mais c'est fâché au sein de l'église. Non. Fâché, c'est la communauté nationale. Ah, la communauté nationale. Oh mon Dieu. Ça dit, vous aimez bien vous cacher dans l'église. Hein, papa, il dit. Vous aimez bien vous cacher dans l'église pour dire que ces choses-là ne nous concernent pas. Mais vous oubliez que l'église au Congo existe aussi par la volonté de l'État.
L'église existe par la volonté de l'État. Donc quand vous dites que non, c'est fâché à l'église, est-ce qu'on ne va pas... Non, qu'est-ce que vous appelez église? L'église existe par la volonté de l'État. Quelle est cette église qui fonctionne sans l'autorisation de l'État? Azate. Azate. Voilà. Evelyne Ndouni, docteur au Salingaï Passi. Pourquoi Bimisingaï retard boye? Il faut un peu sa séminaire dans l'église. Comment toutes les activités paralysées devant la télé pour suivre un procès politique? En effet. On paralyse tout. Non, au fait, nous sommes dans une société malade, inconsciente de sa vocation, inconsciente de sa destinée. Et ce sont des choses qui doivent nous révolter, Papa Eti. Pourquoi les grands magasins doivent appartenir aux étrangers et que... Regardez ce qui se passe au grand marché. Regardez ce qui se passe au grand marché. On a fermé les grands marchés, mais pas les autres. On peut tout dire. On peut tout dire. Les gagnants seront des expatriés et non les petits peuples. Et les débats, c'est toujours autour de... On peut tout un Pakistanais dire. C'est ça. Vous pensez qu'au Liban ou bien au Pakistan ou encore à New Delhi, il peut y avoir un débat parce qu'un Congolais a acheté un grand terrain là où il y avait un marché, ainsi de suite. Ça n'aura jamais lieu. Pourquoi ça doit avoir lieu chez nous ici, 60 ans d'indépendance après? Nous devons nous réapproprier de notre destinée nationale. Nous devons nous réapproprier de notre vocation en tant que peuple. Nous devons nous réapproprier de notre dignité en tant qu'homme ayant une tête sur les épaules. Des hommes ne vivent pas comme ça. L'indignation, c'est la preuve de la maturité. Donc nous ne sommes pas encore indépendants. Barbara Ndenga. Merci docteur. Mais pasteur à l'église, comment nous considérons la Bible? Comme un livre à lire, à retenir, ou comme un dictionnaire pour puiser l'intelligence? La Bible n'a pas été donnée comme un livre à lire. Non. Non. La Bible nous a été donnée par Dieu pour nous aider à mieux vivre avec Dieu sur la terre et à nous préparer pour l'éternité. La Bible. Voilà. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne. Dieu parle à qui? Dieu ne parle pas à un vendeur de piments. Dieu ne parle pas à un jeune homme. Il parle à un dirigeant d'une nation en devenir. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les, en d'autres termes, étudie-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Quand Dieu parle ici, il ne parle pas à Josué en tant qu'individu. Il parle à Josué en tant que représentant d'une nation. En d'autres termes, quand tu respecteras ça, quand tu respecteras cela, c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc la Bible ici, il faut la lire, pas seulement pour chasser les démons. Il y a des démons qui n'existent que dans nos têtes. Mais pas des démons envoyés par la famille. Ces démons-là ont été créés par notre paresse. Ces démons ont été créés par la mauvaise gouvernance. Ce sont des démons, une fois que vous traversez les frontières du Congo, ces démons-là n'existent pas. Vous traversez l'Afrique, ces démons-là n'existent pas. Merci. Badi Vembadji, merci docteur pour la qualité des réflexions. Hervé Mpanda, félicitations. Monsieur Tosta Omemba, félicitations. Lui n'est pas à Kinshasa, il est, je crois, au Maroc. Merci beaucoup. En train de suivre ses soins. C'est le président de l'équipe de RC Racing Club de Kinshasa. Ah bon, merci voilà, beaucoup. Fondé Tosta. Merci beaucoup, monsieur. Tosta Mbemba, fondé de pouvoir. Qui nous suit. Christian Doucouré, félicitations docteur et merci. Evelyne, nous avons déjà lu son SMS. Étienne Mayala, on est ensemble jusque-là, ça va. Félicitations docteur. Merci beaucoup mon révérend. Voilà. Beloti Kitata, merci pasteur. Vous êtes une bénédiction pour l'église. Merci beaucoup. Florie Nchombo, merci docteur. Mais Tosala Nini, nous les hommes de l'église, pour que économiquement nous soyons forts. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que économiquement nous soyons très forts? Nous de l'église, c'est la question de monsieur Florie. Non, nous de la communauté nationale. Mais nous devons... C'est ça les Mais le regard de l'église. Non. Lui, il parle en tant que fils de l'église. Il parle en tant que fils de l'église. Moi aussi, je suis fils de l'église. Et pasteur de sur quoi? Voilà. C'est ça. En fait, l'église n'est pas une secte. L'église ne doit pas se sectariser. Elle doit rester dans la communauté. Que devons-nous faire, nous, hommes de l'église? Non. Que devons-nous faire? Nous ne parlons pas de 60 ans de l'indépendance de l'église. Nous parlons de 60 ans de l'indépendance de la RDC. Dans laquelle l'église se trouve. Papa, il y a des prières qu'on ne va plus faire dans nos églises. Si les choses vont bien. La mauvaise gouvernance nous a créé des prières
qui ne doivent pas exister. La mauvaise gouvernance nous a fabriqué des prières qui ne doivent pas en principe exister. En d'autres termes, que les chrétiens attaquent les partis politiques. Dieu, Seigneur, nous commençons notre séminaire qui va commencer demain. Nous prions, Seigneur, que la snelle ne nous dérange pas. Seigneur, que la snelle ne nous dérange pas. Et 3 jours de courant qui a été. Dieu nous a exaucés. Le courant n'est pas parti. Le courant était permanent. Donc Dieu était avec nous. C'est ça le problème. Merci. Et pourtant, puisque nous parlons des indiscrets, puisque nous parlons du courant par exemple, Papa a dit, quelle est la première chose que Dieu a créée? Au commencement, l'Éternel Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière on ne peut rien développer sans lumière. On a commencé d'abord là. D'abord la lumière. C'est la lumière qui crée l'industrialisation. Donc sans le courant, on ne peut pas faire tourner les machines. Or, nous, on a les barrages d'Inga. Avec 3 turbines. Les potentiels hydrauliques d'Inga, hydroélectriques d'Inga. Papa a dit, capable d'alimenter tous les continents africains et l'Europe méridionale. Qui a dit hein? Tous les continents africains et l'Europe méridionale. Mais nous achetons le courant. Non, le problème est, mais nous prions pour le courant. Seigneur, que le courant ne passe pas. Les diables nous combattent beaucoup dans nos cultes avec le courant. Non, ce n'est pas le diable. Parce que le diable qui est au Congo est aussi au Maroc. C'est le même diable. C'est le même diable. Mais le Maroc a fait quoi? Il recourt à l'énergie solaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, les autres sont déjà maintenant en train de recourir à l'énergie solaire, à d'autres énergies. Mais nous, les autres, c'est qu'on n'a même pas utilisé ça. C'est-à-dire... Lentement et sûrement vers la fin de cette tranche matinale, Carrefour matinal avec Dr Silas Mimile Makangou, où nous parlons 60 ans après de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Des réactions sur la qualité de votre réflexion, très belle réflexion, bonne émission. Je vois Nathalie Mouya qui nous écrit, José Alvaro, Mambou de Silas Junior. En d'autres termes, le ciel n'est pas un lieu de consolation. Si, le ciel n'est pas... tes misères sur la terre. Comment? Le ciel n'est pas un lieu de consolation de ce que tu as vécu comme une misère ici. Ok, de se consoler pour nous. Quand tu seras au ciel, on se consoler. Tout le monde sera consolé au ciel. Ok. Sans tenir compte de ce que tu as vécu ici. Oui, tout le monde sera consolé au ciel. La gloire à venir n'a rien à voir, à comparer avec les souffrances présentes. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un dise, ok, j'accepte de souffrir ici, comme ça, j'accepte volontairement de souffrir ici, en dépit de tout ce que Dieu m'a donné comme occasion, comme opportunité, comme ça au ciel. Tu ne réfléchis pas. Ici aussi, tu peux te jouir de ce que Dieu t'a donné et voir ta récompense au ciel. Voilà. Peut-être l'avant-dernière question. John Eloko dit merci docteur, mais comment faire pour changer la mentalité des Congolais? Ça, c'est aussi une question importante. Question importante, mais une question qu'on doit... Il faut finir le diagnostic. Il faut d'abord commencer par diagnostiquer. C'est ça le problème. Nous aimons plus la cure que le diagnostic. Parce que c'est comme ça que nos cures échouent. On ne peut pas faire la cure sans cibler la vraie maladie. C'est souvent comme ça. Vous êtes tiré un paquet de... Bon, ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, le problème n'est pas d'abord qu'est-ce qu'on doit faire. Le problème c'est de savoir pourquoi nous en sommes là. Et sans cela, on n'ira nulle part. Non, on n'ira nulle part. Nous devons être rigoureux dans notre diagnostic. Nous voulons être rigoureux. Il ne faut pas nous faire de la complaisance. Voyez-vous, il ne faut pas faire de la complaisance, papa a dit. Il ne faut pas faire... Prier pour le courant au Congo, non, pas Dieu. Prendre un thé antipatriotique. C'est-à-dire, vous avez votre petit déjeuner, mayonnaise, confiture, beurre, saucisse de Paris, jambon, quoi d'autre? Du lait, un carton de jus. Quand quelqu'un vous regarde, il dit, ah, celui-là, il est béni, hein? Il est béni dès, comme disent les Ivoiriens. Il est béni dès. Regarde son déjeuner. Tu dis, Seigneur, Dieu bénit ses déjeuners. Seigneur, merci de me l'avoir donné. Sanctifie-les. Le Seigneur ne va que sanctifier. Mais bénir, je ne pense pas qu'il va bénir. Parce qu'il n'y a que l'eau qui est congolais. Il n'y a que l'eau qui est congolais. Beurre étrangère. Confiture étrangère. Mayonnaise, on a importé. Saucisse, jambon, on a importé. Et même les plats
tasse qu'on utilise, c'est la importé. porcelaine qu'on utilise, c'est importé. Donc, il n'y a que 2 Congolais dans ce déjeuner. Le consommateur et l'eau. Et l'eau. Marien Lemvo, bonjour docteur et félicitations. Marien, bonjour. Oui, Patrick Ntekabanga, félicitations. Comment entrer en contact avec docteur Silas? On va le dire à la fin. Merci beaucoup. Séraphine Lumbu, félicitations docteur. Dans nos confinements, on doit changer. On doit changer et puis il faut partager. Pour vous qui suivez dans les réseaux sociaux, je vous demande... Il faut partager. Il faut partager cette vidéo. Partagez-la autant de fois pour qu'il possible. Partagez-la pour que beaucoup d'enfants de Dieu entendent cela. L'Église doit éveiller le peuple, pas par rapport à la politique. Ici, je mets encore la politique de côté. Par rapport à notre vocation en tant que communauté nationale. Ok. Voyez-vous? Merci beaucoup. Un tout dernier message, Nathalie Mouya. Du temps des pharaons avec Joseph, tout le peuple fut acheté pour les pharaons et était au Congo. Et l'État au Congo nous a fait payer doublement les taxes pour dédouanement des impôts. Sont favorisés, or ce sont les ayants droit. Au fait, ce qu'elle veut dire par là, l'État congolais. À cette allure, je termine, les fils du pays finiront comment? Et je crains qu'ils nous achètent pour leur nation. Docteur, que pouvez-vous dire à notre gouvernement? Docteur, Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Merci pour cette réflexion. Merci beaucoup, Maman Nathalie Mouya, que nous saluons trop et très spécialement. Merci. Écoutez. Je sollicite l'intelligence de la technique et nous terminons cette réflexion pour chuter avec cette émission. Écoutez, il y a un fait. Le rôle du gouvernement, c'est de favoriser les nationaux. De favoriser les nationaux. Les nationaux. Mais on ne peut pas favoriser les nationaux parce qu'ils sont nationaux. Sinon, on va retomber dans ce qu'on a vu en 1974 avec la zarianisation. On a pris aux étrangers pour donner sans compétence. Tous les magasins des étrangers, tous les biens commerciaux qu'on a donnés aux étrangers, leurs entreprises, leurs affaires. Chute libre. 4 ans, 5 ans après, toutes fermées. Pourquoi? Il vaut mieux laisser les richesses entre les mains d'un étranger compétent que de les laisser entre les mains d'un national ou d'un national incompétent et qui n'aime que dépenser. C'est ce que Jésus a dit. On arrachera à celui qui a pour donner, et on donnera à celui qui n'a pas. Merci. Comment entrer en contact avec Dr Silas Mimile Makamba? On peut nous écrire par notre numéro WhatsApp au plus 243, notre numéro WhatsApp, plus 243 81 516 65 09. Plus 243 81 516 65 09. Voilà. Ça, c'est la manière d'entrer en contact avec Dr Silas. Voilà, vous pouvez nous écrire à ce numéro WhatsApp pour voir notre coordonnée parce qu'il ne faut pas oublier que le docteur Silas conseille des politiques. Voilà. Ah, okay. Nous conseillons des hommes politiques, nous conseillons des hommes d'affaires. Donc, nous avons toute une agence qui existe pour ça, que nous dirigeons, pour vous accompagner dans vos ambitions politiques, pour vous accompagner dans les projets que vous avez, vous voulez investir, ainsi de suite. Nous vous accompagnons pour affermir votre leadership. Vous pouvez donc nous joindre et avoir rendez-vous avec nous. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir et aussi de nous bénir au travers de vous. Merci Dr Silas. Nous prenons rendez-vous pour ce samedi sur Sangomalamu. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Sangomalamu. Merci à vous qui nous suivez, chers internautes, sur nos différentes plateformes. On se retrouve très prochainement. L'Église, la communauté nationale a besoin d'écouter ce que nous disons. On se retrouve très prochainement. Merci à Giscard qui était derrière la baie vitrée. Merci à Justine Kepierre derrière les caméras et Fisto Kadiata et Betsaël Kabila qui ont assuré les nets. On se retrouve. Bye bye. Il ne faut pas me tenir comme un pasteur. Ce n'est pas parce que vous en avez monté mon qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo.